Bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse des médias et d'analyse du Facebook Watch. Peut-être que je ferai un de ces quatre une vidéo sur des vidéos sur des vidéos qui circulent sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, bon, c'est parce que c'est aussi le réseau social, enfin le fil de vidéo que j'ai l'habitude de regarder le plus. Et donc là, je m'amuse un petit peu avec l'algorithme de Facebook qui me suggère des choses. En tout cas, alors dans cet algorithme, il y a des choses qu'on aime forcément et qui reviennent un peu en boucle. Et en plus, selon les événements, il y a des choses qui reviennent parce qu'on les a regardées une première fois, et puis d'autres qu'on essaie de nous placer un peu et de nous suggérer. Et donc là, on a la première vidéo que je vais vous montrer, c'est la vidéo d'un bonhomme que j'aime bien parce que bon, il est assez, peut être un peu bof des fois, mais sinon il est quand même assez fin comme personnage. Il s'amuse à, eh ben, lui-même aussi fait ce que je fais, c'est ça qui m'a un petit peu inspiré. Il décrypte des vidéos qu'il regarde et lui, c'est surtout des vidéos de cuisine. Il aime beaucoup se moquer de la cuisine américaine. Je suis pas très d'accord avec ça. Il précise pas que c'est une certaine cuisine américaine. Après, effectivement, après vérification, quand je vais faire un tour sur les sites où je tape recettes par État aux États-Unis, mettons recette Oklahoma ou recette Nevada ou recette Missouri. Missouri, c'est Missouri en anglais. Et ben, quand je tape ben, je trouve des recettes qui sont assez intéressantes, hein, voire même, bah, il y a le ceviche qui est déjà une recette qui est très bonne, hein, qui est assez connue et qui est très bonne. Et puis, bah, effectivement, à côté de ces recettes un peu traditionnelles qui sont faites à base de céréales, à base de fromage, de crème, etc. Ben, ouais, on retrouve aussi pas mal de recettes de hamburgers et de choses qui sont fourrées qui sont assez grasses et qui correspondent un petit peu à cette évolution de la cuisine américaine qui au départ ne devait pas être si grasse et mais effectivement à l'époque moderne une cuisine qui est très grasse et dont il se moque, hein. Il dit que les Américains, ils ont l'art, enfin, ils font vraiment n'importe quoi. Ils ont l'art de tout foutre dans un même plat et puis de touiller et de mettre ça au four en y rajoutant des couches et des couches et des couches de fromage, d'huile, de matière grasse, d'œufs, etc. Donc voilà, c'est sa manière de faire. Donc là, je vais passer, moi je regarde plutôt des vidéos, je vous analyse des vidéos qui sont plutôt politique, mais c'est juste un petit clin d'œil. Cette vidéo, je l'ai déjà vue. C'est un monsieur qui s'amuse à faire des waffles ou quelque chose comme ça dans un grille-pain et qui n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, qui nous fait croire qu'il y arrive, mais qui n'y arrive pas. Donc, bon, à voir aussi. Vous irez voir ça tout seul. Donc, voilà, là, je passe à Nota Bene. Nota Bene, c'est un personnage très intéressant également, un influenceur sur les réseaux sociaux qui fait de l'histoire et qui décrypte l'histoire, ou qui en tout cas nous parle d'histoire, plus que la décrypter, nous parle d'histoire, d'événements particuliers. Donc là, je ne sais pas de quoi il va nous parler, une découverte historique sous le RERB. Allez, on peut y passer 30 secondes pour voir un petit peu ce qu'il a à dire sur le sujet, et puis ben, on passe à autre chose de travaux sur les lignes de RER. Figurez-vous que c'est aussi l'occasion, ces travaux, pour l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, d'intervenir sur de nouveaux chantiers. Et c'est comme ça que la gare Port-Royal du RERB est actuellement fouillée par des archéologues. Et ouais, ils fouillent tous ensemble une parcelle de 200 mètres carrés où se trouve une grande nécropole antique. En fait, pendant l'Antiquité, lorsque Paris s'appelait encore Lutèce et n'avait pas encore sa taille actuelle, on préférait enterrer les morts en dehors de la ville. La plus grande nécropole était au sud de la ville, le long de l'actuelle rue Saint-Jacques. Mais malheureusement, une grande partie de la nécropole a été démolie lors de la construction du RERB dans les années 70. La fouille. Voilà, bah, ça a l'air d'être une vidéo qui est très intéressante, hein. Bon, qui dure qu'une minute 32. C'est pas son format d'habitude, il fait des formats beaucoup plus longs, hein, de 10, 20, 30 minutes de vidéo sur des sujets. Il couvre vraiment tous les sujets, des Vikings à l'histoire de la Chine, de l'Inde, l'Amérique précolombienne, bon, et après colombienne et post-colombienne. Donc voilà, c'est quelqu'un de très intéressant et je vous conseille de suivre
toutes ces vidéos. Vraiment, il participe à la culture. Alors après, il y a des choses qui peuvent être pas. Quand on est spécialiste de tel ou tel domaine, on voit qu'il y a des choses qui sont fausses qu'il dit. Mais ça, bon, quand on, quand on parle de choses, quand on enseigne des choses, on dit toujours des choses qui sont fausses. Il faut arrêter de penser qu'on dit que des choses vraies. C'est après, en fait, c'est euh, l'approche du savoir, c'est d'écouter, de lire, et puis après d'aller vérifier, d'aller regarder, d'aller. Une personne ne perd pas de sa crédibilité parce qu'elle aura dit une erreur à un moment donné. Parler n'est pas un exercice facile, et voilà. Et donc, quand on parle, on est amené à dire aussi des conneries. Depuis Alors, 2017, il y a 5 fois plus de morts. David Guiraud, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a un franc-parler, une manière c'est quelqu'un qui connaît étonnamment tous ces sujets, qui sait toujours quoi répondre. Je l'ai rarement vu déstabiliser ou alors mouliner dans le vide pour dire, pour passer le temps, pour dire qu'il est toujours là et qu'il maîtrise le sujet. C'est pas, voilà, c'est pas du tout sa manière de faire. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très vif, très intelligent. Il a 32 ans, il a commencé vers 25 ans à se faire connaître politiquement, hein, déjà à la première tentative de Mélenchon de devenir président. Euh, il était déjà là, il a été président de la France Insoumise, mais jeune, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ben, c'est un personnage que j'aime beaucoup regarder parce qu'il fait des interventions aussi contre le racisme. Il en parle beaucoup contre le racisme, contre l'islamophobie. euh, et puis ben, il intervient sur beaucoup de sujets sociaux, sur le handicap, enfin, plein de sujets. C'est vraiment un jeune homme très riche intellectuellement, qui est très précis, qui prépare toujours ses sujets et qui sèche toujours ses interlocuteurs, mais par le savoir. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pas quelqu'un qui bloque ses interlocuteurs par un ton péremptoire qui n'apporte rien, qui ne sert à rien, qui n'enrichit pas. C'est quelqu'un qui très finement, avec un certain temps aussi, hein, qui sait s'imposer face à ses interlocuteurs, mais qui est vraiment voilà, très pertinent dans ce qu'il fait. Alors, on va l'écouter si vous voulez quelques secondes aussi également pour vous donner envie, et puis je vais passer aussi à autre chose. Depuis 2017, il y a 5 fois plus de morts à la suite de reflux d'obtempérer. Moi, je vous parle du cas d'Amin Leknoun qui a été tué à Roubaix, d'accord? Depuis qu'il est mort, ça fait 8 mois. Non, mais attendez, c'est important parce que ça fait partie de la discussion de la vidéo. Depuis qu'il est mort, c'était il y a 8 mois. J'ai dû regarder dans les yeux une mère de famille qui venait de perdre son enfant, de lui dire que j'allais l'aider, que j'ai fait tout ce qui est en mon possible, mais que vu que je savais qu'il n'y avait pas de vidéo, ça allait être très compliqué. Mais là, on part sur autre chose. Hein. Voilà, c'est assez marrant parce qu'on se retrouve avec Barbier, qui lui est un porte-parole direct du gouvernement, de la Macronie, et de voir Barbier lui-même décontenancé, ne sachant pas quoi dire, c'est assez délicieux. Après, des gens comme Barbier ou d'autres, hein, comme je l'avais fait dans la précédente vidéo avec, je sais plus son nom, enfin la précédente vidéo, Zouina, je sais plus son nom, enfin bon. Voilà, ces gens-là ont pas de contradicteurs vraiment valables en face d'eux généralement. Et on s'assure certainement qu'ils n'aient pas de contradicteurs valables, qu'ils n'aient pas de savoir en fait, parce que l'idée c'est d'avoir un savoir en face, et ces gens-là n'en ont pas généralement. Ils se contentent juste de faire, ils excellent dans un certain art et ils ont un certain savoir, celui de savoir faire du lèche au gouvernement, celui de savoir flatter l'ego du gouvernement, de connaître un petit peu les lois et ce qu'ils ont envie de faire passer comme intention, comme propagande du coup, mais ce sont pas des gens qui ont du savoir, ça c'est évident. Donc voilà, maintenant on va passer à la. Allez, donc à la suite, on passe sur. La suite, on passe sur l'Inde. Alors France TV, New Delhi, donc c'est quelque chose que j'ai assez découvert, donc étant lié par les origines à l'Inde, une partie des origines. Donc voilà, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe toujours en Inde. Le regret notamment d'un gouvernement nationaliste extrémiste en Inde qui s'en prend aux chrétiens et aux musulmans. Donc voilà, toujours des histoires de domination, de pouvoir, et puis des gens qui sont intolérants, et malheureusement l'Inde produit à la fois le meilleur puisqu'elle est capable
C'est une civilisation très ancienne, elle est capable d'avoir une sagesse qu'on peut retrouver chez le moindre habitant, une personne même sans éducation, sans avoir fait l'école, peut vous livrer une sagesse qui est très grande parce qu'il y a il y a cette importance en Inde de la parole, du savoir et qui circule un peu partout et donc finalement l'éducation passe aussi par ces canaux-là et une société aussi qui est multiculturelle, qui s'est enrichie de beaucoup d'apports et donc voilà c'est un peu l'exemple, c'est aussi le contre-exemple de ce que pourrait produire une société qui se rabougrit sur elle-même comme le veulent les extrémistes de droite en France et comme le veulent les racistes et comme la tendance que prend un petit peu aussi la société française, ce repli sur soi-même, ce rabougrissement ne peut qu'apporter où il y a un manque d'éducation quelque part parce qu'il n'y a pas cette volonté de sagesse, de sagesse sur la vie, de philosopher aussi sur la vie, de beaucoup de choses qui circulent un peu dans la société et c'est ça qui manque un peu, de cette profondeur en tout cas. Bon, et l'Inde, malheureusement à l'heure actuelle, n'est pas un exemple de ça, bien qu'effectivement on peut toujours rencontrer des gens comme partout et comme dans tout ce que je peux dire, il y a toujours des exceptions sur tout, bien évidemment, ne jamais faire de généralité, de généralisation, ne jamais faire comme les médias aussi, de caractériser un phénomène, de le rendre exceptionnel, de le rendre phénoménal ou des fois il n'y a pas plus phénoménal, c'est juste quelque chose qui se passe et il faut en apprécier toute la nuance. Donc voilà. Alors on parle de Inde, les pyramides inversées des Baolis. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui existe un peu partout en Inde, hein, je peux aussi en témoigner, parce que j'en ai vu et parce que j'en vois aussi dans différents documents qui parlent. Ils sont les fantômes d'une civilisation engloutie. Une architecture monumentale, enfouie dans les profondeurs. À la façon d'une pyramide inversée, ces réservoirs d'eau, il y en aurait plus de 3000 en Inde, sont l'un des plus beaux trésors du pays. J'aime cet endroit, c'est de l'art. Je suis très surpris et heureux de voir que ces bâtiments existent toujours et qu'on peut les visiter. Conçus dès le 9e siècle, ces édifices appelés Baoli servaient à l'époque à récupérer l'eau de pluie en prévision des épisodes de sécheresse. Voilà, alors il y a beaucoup d'aménagements en Inde, il faut le dire. Donc beaucoup d'aménagements sont surtout faits en Inde du Nord, Inde centrale, parce que il y a une saison sèche qui est très importante et qui est aussi caractérisée par une montée très forte des températures à partir du mois de mars. Le mois d'avril et le mois de mai sont des pics au niveau de la chaleur et le mois de juin reçoit les moussons. Alors certains endroits comme le Rajasthan reçoivent des moussons parfois très tard jusqu'au début du mois de juillet et après la mousson on a les températures qui se calment, les températures qui d'avril à début juin, voire début juillet pour certaines régions, dépassent les 40-45 degrés avec des records qui sont par contre plus exceptionnels, qui ont été battus ces dernières années, avec 50 degrés, où ça a fait des hécatombes parmi la population qui ne vit pas dans son habitat, dans l'habitat historique, dans l'habitat traditionnel, ou les différents types d'habitats traditionnels qu'on peut trouver en Inde. Et là, on en a aussi un exemple. Et donc, il y a du mal à se protéger de la chaleur dans des habitats faits en tôle et faits de manière très précaire et qui ne correspondent pas à ce que les habitants avaient l'habitude de faire. Donc, les habitants savaient comment se protéger de la chaleur. À l'heure actuelle, ne savent plus parce que la mondialisation, la colonisation a effacé toutes ces mémoires qui sont un savoir riche et immense et qui reste à redécouvrir pour aménager en fait ces puits, ces baolis témoignent d'un savoir-faire dont il faudra se réinspirer pour réaménager. Le fond d'innovation se trouve là pour le futur. Innovation low-tech parce que, alors ça peut combiner du low-tech et du high-tech. On peut utiliser des techniques modernes pour recreuser ces puits-là et refaire et réaménager le territoire de cette manière-là. Je prends souvent l'exemple quand je parle d'aménagement low-tech, c'est surtout pour dire que c'est par la physique.
qu'on va réaménager le futur. C'est-à-dire ce qu'avaient créé les Romains aussi, par exemple, c'est-à-dire un ensemble d'aqueducs, ce qui était créé aussi ici dans la région en Occitanie, dans le Languedoc, avec des aménagements de canaux un petit peu partout. On en voit du côté d'Anduze, du côté de Mialet, quand on longe le Gardon notamment, on longe d'autres rivières aussi, d'autres petites rivières dont je ne donne pas le nom parce que ce sont aussi des endroits qui sont préservés, où on voit des aménagements de canaux qui longent la rivière ou des fois un peu plus en haut de la rivière et qui ramènent, donc par la loi de la physique, et donc l'eau qui descend, la loi de la gravitation, par gravitation, ces eaux sont ramenées d'un peu plus haut sur la rivière et suivent la rivière et vont ensuite partir dans des champs pour irriguer les champs. C'est aussi une technique, et c'est certainement une technique aussi qui a reçu des emprunts du monde arabe ou qui a été influencée ou qui a partagé, etc. Ou reçu aussi peut-être des Romains auparavant. Arabes qui ont aménagé l'espace aussi de cette manière-là, avec des norias qui sont des moulins qui sont mus par la force de l'eau, et aussi des moulins à vent, et donc qui vont ramener par des techniques assez sophistiquées, qui vont ramener l'eau dans les champs, dans ce qu'on appelle des séguias, des canaux qui parcourent aussi les champs, et qui ont su, et on le voit dans certaines régions, notamment en Algérie, on voit dans les régions, quand on commence à approcher donc 500 km après, 400-500 km après la Méditerranée, au sud de la Méditerranée, donc on commence à avoir les zones stépiques, des zones plus désertiques, et les rivières ne vont plus former des fleuves pour aller vers la mer, comme c'est dans le cas du nord de l'Algérie, mais vont se diriger vers le sud et donc vers le Sahara, et donc ce sont des bassins endoréiques, on appelle bassins endoréiques, des bassins hydrographiques qui ne découlent pas, qui ne débouchent pas sur la mer et qui vont mourir dans le désert. Et donc dans ces bassins endoriques, on a le sud de l'Atlas saharien, et dans ces zones-là, au sud de l'Atlas saharien, eh bien on trouve des aménagements qui ont été faits pour récupérer un maximum d'eau, et on voit par satellite, des photos satellites montrent un enchevêtrement de canaux et qui finissent par déboucher sur rien, mais qu'en tout cas l'eau est récupérée, un maximum de l'eau est récupérée. Et donc ces techniques-là vont servir, donc qui sont des techniques de zones semi-arides à arides, et qui vont bénéficier et qui doivent bénéficier à l'heure actuelle avec le changement climatique. C'est tout un savoir qui doit bénéficier aux zones plus tempérées, qui sont aussi en train de se réchauffer et qui sont surtout en train de s'aridifier par un pompage trop intensif des nappes phréatiques, pompage trop intensif des rivières, et une surconsommation de l'eau, et puis effectivement aussi aridification du climat. Et donc tout ce savoir-là est un savoir qui est peu énergivore, sauf pour leur construction, donc, et qui peut aussi consommer beaucoup d'énergie humaine dans la construction, comme ça se faisait avant, et donc qui peut mobiliser aussi beaucoup de travailleurs. Il y a juste à trouver des nouvelles formes d'emploi, des nouvelles formes d'emploi de la force dans la production, dans l'aménagement, et il n'y a plus qu'à, en tout cas, aménager tout l'espace. Bon, et tout ça, pour ça, il nous faudrait que des gens prennent vraiment la mesure du changement en cours, et qu'on doit vraiment changer, qu'il y ait une grande mobilisation des populations un peu partout sur la planète pour sortir de la mondialisation, et pour mener de grands travaux auxquels participeraient toutes les populations, et où on essaierait de minimiser la consommation d'énergie pour réaliser ces grands travaux. Et c'est tout à fait possible. C'est juste que les gouvernements ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne savent pas. Bon, ils ne savent pas aussi. Il faudrait aussi leur apprendre, mais ils ne veulent pas savoir. C'est ça aussi le problème. L'origine du problème, c'est ne pas vouloir avoir une société aussi, une civilisation qui est trop arrogante et qui pense qu'ils vont finir par trouver la solution, alors que pour l'instant non, parce que la solution en fait sera une solution systémique, sera une solution qui devra demander beaucoup d'énergie des gens, de volonté, et de vouloir transformer la société, et qui se
sera à plein de niveaux, au niveau du rapport à la nature, au niveau de l'aménagement du voisinage autour de soi, dans son propre jardin, dans l'aménagement urbain, dans les PLU des communes, l'aménagement qui est décidé dans les SCOT des régions et dans l'aménagement des territoires au niveau national, mais voilà, qui doit mobiliser beaucoup plus que ça. Pour l'instant, c'est vraiment une goutte d'eau qui ne sert à rien ce qu'on fait, et donc voilà. Donc voilà, moi je vous laisse regarder vous-même le reportage, je connais déjà les baolis. Oh là là. Allez, on revient sur les plats XXL. Mais quoi? Je me reprends. Petite respiration pour pas trop m'exciter. Après, je sais plus du tout ce que je dis. Donc on revient avec mon ami qui fait du commentaire de cuisine. Apparemment, c'est quelqu'un qui voit les choses en grand et qui réalise des plats XXL. Donc là, c'est pas une vidéo où il se moque, c'est plus une vidéo où il est en admiration. Il y en a quelques-unes comme ça. Il y a une vidéo notamment sur une chinoise qui passe pratiquement une semaine à faire un plat. Et donc, voilà, moi je vous laisse aussi la découvrir. Voilà, je vais pas m'attarder aussi là-dessus. On va faire prochaine vidéo après les pubs. À Paris, en Angleterre, en Amérique, partout. Et donc, voilà, là on a une vidéo de Mohamed Ali sur le plateau d'Apostrophe en 1976. Allez, on continue donc avec Mohamed Ali. Mohamed Ali sur le plateau d'Apostrophe en 1976. Vous vous dites, quel est ce noir qui se permet d'ouvrir sa grande gueule pour dire qu'il est le plus grand? Ça vous gêne? Voilà, Mohamed Ali, sans doute la lutte afro-américaine pour accéder à plus de dignité aux États-Unis. Donc Mohamed Ali, mort il y a 5 ans aujourd'hui, on va voir ce qu'il a à dire, pas très longtemps, on va passer rapidement à une autre vidéo. À Paris, en Angleterre, en Amérique, partout, les Noirs ont l'impression d'être traités comme des animaux. Alors c'est une revanche pour eux, quand ils me voient, c'est une inspiration pour eux. Vous n'aimez pas beaucoup ce genre de fanfaronade, parce que vous vous dites, quel est ce noir qui ouvre sa grande gueule? Non, nous lui avons jamais appris à se comporter de la sorte. Nous avons fait des esclaves de gens comme ça. Nous n'avons jamais appris à ces gens-là d'être fiers. Alors voilà, je vais en profiter pour rebondir là-dessus. C'est symbolique d'une attitude et d'une manière de penser des populations dominantes par rapport aux autres populations. Effectivement, ils sont toujours outrés et dès qu'il y a un comportement un peu débordant ou dès qu'il y a un comportement qui est trop affirmé, et c'est un comportement qui est vite qualifié de comportement violent, de comportement agressif, alors que d'autres le font et le font de la même manière. Mais il y a effectivement ce rapport que ceux qui avaient été désignés comme inférieurs, ce qui est une ironie de l'histoire, puisque grosso modo l'Europe est arrivée très tard dans l'histoire civilisationnelle, dans le sens dans l'histoire des grandes civilisations, à part l'Empire romain, le pourtour de la Méditerranée qui n'est pas qu'européen, l'Europe est arrivée assez tard finalement, le développement de la culture de la Hanse dans le Rhin, les Pays-Bas, la mer Baltique, voilà, donc ça, il y a eu un premier essor comme ça qui a eu lieu, mais c'est vrai que voilà, l'Europe est arrivée tardivement et c'est vrai que c'était surtout les autres régions du monde qui étaient développées, qui étaient civilisées, qui avaient un certain type de raffinement, de connaissance des arts, de la culture, et donc voilà. Donc ce rapport au monde, il a basculé à partir de la Renaissance, avec un éveil de l'orgueil, comme pour se rassurer, comme pour se dire, voilà, on est grand, et il y a petit à petit, il y a un oubli de l'histoire, un oubli, et peut-être aussi par manque de connaissances sur ce qu'était l'Europe avant, de là où ils étaient issus, et donc un manque total de modestie par rapport à ce passé, à cet héritage, quelque part comme des parvenus qui auraient grandi sans doute trop vite et qui auraient regardé le reste du monde, qui se seraient mis à regarder le reste du monde comme des inférieurs. Et donc ça a été le cas avec les Africains, dont à l'époque des penseurs de la Renaissance se sont demandé s'ils étaient humains.
Et puis bon, même par rapport à d'autres civilisations en tout cas, mais le rapport a été plus tardif par rapport à d'autres civilisations comme les Indiens, les Arabes, les Perses. Il y a toujours eu évidemment il y a eu à la fois cette méfiance ou cette défiance qui est issue d'une histoire plutôt récente, hein, une histoire à partir de la Reconquista espagnole. Il y a eu un peu cette identification de la chrétienté, les croisades aussi, la chrétienté contre l'islam sont des choses qui sont nées, qui sont apparues et qui ont commencé à mettre des barrières là où il n'y en avait pas, où il y avait des continuités culturelles, il n'y avait pas de barrières. Et donc, apparu à cette époque-là ces barrières-là. Et puis, effectivement, voilà, après, il y a eu la colonisation, il y a eu le basculement, le grand basculement s'est opéré à partir du 19e siècle. Il y a eu des prémices, hein, au 18e siècle, on va dire que l'Europe a rattrapé les grandes civilisations du monde, l'Empire ottoman, la Chine, l'Empire moghol en Inde, sur la plupart du territoire indien. Euh, voilà, donc il a fini par rattraper d'autres civilisations. Et le basculement, et donc ces civilisations-là aussi s'affaiblissent parce qu'il y a une concurrence commerciale forte des Européens donc je reprendrai toujours sur le cas de l'Inde. Le cas de l'Inde où petit à petit on a comment dire, l'Angleterre qui vient et qui grignote petit à petit les territoires indiens, qui s'installe sur des emporiums, des comptoirs sur la côte indienne, et puis petit à petit achète des terres, achète des droits à collecter l'impôt auprès de royautés locales ou auprès même de l'Empire moghol, qui voit ça d'un bon œil, parce que de toute façon ils encourageaient au commerce, ils étaient habitués, ils cherchaient toujours de nouvelles occasions de pouvoir exporter leur production. Et puisque c'était le premier espace de production et de commercialisation mondiale, c'était l'Inde. La Chine qui était à peu près au même niveau également. Et on avait le reste de l'Asie du Sud-Est aussi qui connaissait une activité commerciale et productive forte, puisqu'on avait les Philippines aussi, les différents royaumes en Indonésie, en Malaisie, la Thaïlande, etc. Bien évidemment, tous ces territoires-là étaient importants. Plus à l'ouest, on avait, en Asie, en tout cas plus à l'ouest, on avait les royaumes arabes de la péninsule arabe, qui également, les sultanats arabes, qui également, mais eux étaient plus situés sur le commerce, avaient plus une fonction commerçante que productive, on va dire, à part la production agricole du Yémen et ses montagnes vertes. Et puis après, au nord, sur la Syrie, le Liban, plus agricole que commerçante. Agricole et industrielle également, donc a été partie, en tout cas au moment de la colonisation, a été partie de l'Empire ottoman, a été une partie de l'Empire ottoman. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu un grand basculement et un rapport au monde qui est devenu complètement faussé, prétentieux, qui néglige l'histoire précédente et la grandeur des civilisations qu'ils ont surpassées et qui se sont mis à les regarder de cette manière-là. Et donc il y a toujours eu dans ce rapport, quels que soient les peuples, en tout cas les peuples du Sud, ce rapport de mépris et puis d'indignation. Comment ça se fait que des gens comme ça, ne serait-ce que même, osent nous parler, en fait. Comment toi tu oses nous parler? Comment toi tu oses souiller ma personne de ton infériorité? Et c'est ce qui caractérise encore aujourd'hui la plupart des relations. Moi, il suffit moi, c'est une expérience très simple, hein. Il faudrait que quelqu'un me suive à distance toute la journée pour voir l'attitude et le regard des gens. Et c'est pas quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on aimerait croire aujourd'hui que c'est à cause de la délinquance et de l'émergence et de l'intensité de la délinquance, l'islamisme, etc., que quand on voit des gens comme moi, ils subissent les conséquences de ça. Non, 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 pas du tout. Moi, ça fait 40 ans que j'ai subi ce genre de choses. Je n'ai réalisé que très tardivement ma différence avec ce qu'on pourrait appeler les Français de type, Français de souche si on veut. Et je l'ai réalisé que très tard parce que finalement, moi je ne la voyais pas. C'est le monde qui m'a renvoyé ce regard-là. Et même ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps finalement pour réaliser
finalement ce peu de différence, mais qui est là, qui existe, hein, par la couleur de peau notamment. Après, peut-être par des éléments du visage, mais bon, ça c'est encore rentrer dans un autre débat et un autre type de connaissance qui appartient plus à l'ethnologie, anthropologie, morphologie humaine et différents types humains, on va dire. Mais voilà, moi je l'ai vraiment ressenti que très tard, vraiment très tard où j'ai réalisé tout ça. Et voilà, et ça a toujours été comme ça dans les actes du quotidien, dans la recherche d'emploi, euh, dans les milieux à l'école, dans les milieux où je vivais, où je m'éduquais, où je me formais, où je travaillais. Donc l'école, l'entreprise, l'éducation nationale. D'autres, voilà, les milieux d'emploi, et on avait toujours cette chose qui était très lourde, ces regards, cette manière différente de se comporter, ou une manière empruntée, ou une manière agressive, ou une manière surjouée, voilà, mais jamais, voilà, jamais traité comme des personnes normales. Enfin, si, il y a quand même des gens qui nous traitent comme des personnes normales, ou qui m'ont traité comme des personnes normales, heureusement. Heureusement, parce que c'est une bouée salutaire, sinon je pense que les gens comme moi, ça fait longtemps, auraient explosé. Si finalement il n'y avait pas un minimum d'humanité, des gens qui sont humains dans la société. Mais malheureusement, voilà. Alors ce que décrit Mohamed Ali en 76, c'est-à-dire, moi j'avais 1 an en 76, ou même pas, parce que je suis né en fin 75, ce qu'il décrit en 76 est toujours, toujours, toujours d'actualité. Et ce qui est très marrant, c'est de voir qu'on puisse dire en France des gens qui se revendiquent de la gauche réac, bon, c'est un nouveau terme en fait, où des gens de la droite et des gens nationalistes et de l'extrême droite ont vampirisé et ont déformé et ont imposé un discours nationaliste et un discours de supériorité nationale, de supériorité raciale qui se glace, oui, qui se glace, c'est un euphémisme, voilà, je sais plus où j'avais été, du coup, j'ai perdu le fil. Mais enfin, voilà, une gauche réac qui a repris, enfin, une gauche de gens qui se revendiquent de gauche. Mais, voilà, n'importe qui peut arriver et se dire, voilà, je me revendique de gauche, tout en n'ayant pas du tout un discours de gauche, et au contraire un discours de droite. Guillaume Meurice aime bien se moquer de ça d'ailleurs, qui ne correspondent ni aux valeurs, ni à l'attitude, enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses. Donc voilà, Mohamed Ali est symbolique de ça, et on le voit en train de s'affirmer tout simplement, et tout ce qui est comprimé un peu à l'intérieur, tout ce qu'on nous infériorise qui ressort par certains moments, et voilà. Et moi j'aime beaucoup notre époque, parce que c'est aussi une époque où on se rend compte des choses, où c'est vrai que il y a une libération tout azimut du savoir sans contrôle, qui mène à plein de choses absurdes, plein de gens qui croient vraiment maîtriser des savoirs et qui ne les maîtrisent pas en réalité, qui inventent des théories à partir de tout et n'importe quoi, ce qu'on appelle aujourd'hui les théories du complot, de manière abusive, en fait, qui sont des théories, mais des théories qui ne sont pas fondées, des théories dont on ne retrouve pas à la fois d'antécédents, de cycles, de choses du passé pour les vérifier, pour vérifier ces phénomènes, parce que c'est la cyclicité, l'itération d'un phénomène qui permet le fait qu'il se répète, qui permet d'en déduire son comportement, d'en tirer des théories, de prévoir la suite. Et en tout cas, souvent, voilà, qui ont des théories qui sont fumeuses. Donc voilà, c'est un petit peu le problème. Donc voilà, sur Mohamed Ali, c'était une expression en tout cas intéressante à avoir, et qui montre qu'aujourd'hui les choses ont peu changé. Voilà, donc on reprend maintenant sur une nouvelle vidéo. La vidéo, je tombe sur le site à la suite, hein, de Mohamed Ali. Je tombe sur Hugo Frey officiel, donc déjà bienvenue Hugo Frey. Je ne savais pas qu'il était encore là.
Hugo Frey débarque, parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'Hugo Frey, mais aussi là je viens de regarder, parce que je fais quand même des pauses, je reviens, voilà, je fais pas mes vidéos d'un coup, et je viens de regarder un petit peu sa vidéo, donc je la trouve très intéressante, je vous laisse la regarder. Bon, aujourd'hui, samedi 8 juillet 2023, je viens vers vous parce que j'ai un message. Je vois dans le Figaro, une première page, après les émeutes, le président Macron veut durcir l'éducation nationale. Ouais, l'éducation nationale. Et un peu plus bas, il y a un article qui dit « Les enseignants avant le remaniement ». Alors, le message, il est simple, je l'ai déjà fait passer plusieurs fois, je vais le répéter encore une fois de plus. Il faut que, puisque les autres ministres de l'instruction publique, puisque c'est ça que la Révolution française a voulu créer, un ministère de l'instruction publique, pas un ministère de l'éducation, ni un ministère de l'enseignement, sachant que enseignement et éducation sont deux branches de l'instruction nationale. Voilà. Partant de là, ça fait des années et des années que je dis qu'il faut changer l'intitulé du ministère. À quoi ça sert, Monsieur le Président Macron? Vous voulez durcir l'éducation, mais c'est pas l'éducation qu'il faut durcir, il faut la créer. Vous n'avez pas d'éducateurs, ou pas suffisamment d'éducateurs. Vous avez des enseignants, mais celui qui est chargé d'enseigner la chimie, la physique, la géographie, l'histoire, c'est un appel à comment dirais-je, à l'intelligence intellectuelle de l'enfant, tandis que l'éducation, comme l'a dit le philosophe, son nom m'échappe au moment de le dire, Camus a dit ce que j'ai appris en philosophie de la morale, je l'ai appris sur le terrain de football ou sur le terrain si vous voulez, de sport, parce que l'éducation c'est physique. L'enseignement, c'est intellectuel. C'est une différence énorme. Qu'un ministre ne puisse pas comprendre ça, puisque les précédents ne l'ont pas compris, et celui-là semble ne pas avoir saisi la différence, il faut changer l'intitulé de votre ministère, monsieur le ministre. Et Voilà, donc je dirais bien dit monsieur Hugo Frey, attendez je remets un peu de lumière, donc bien dit monsieur Hugo Frey. Effectivement, donc éduquer c'est une fonction, c'est une mission séparée de celle de éduquer dans le sens, en tout cas faire transmettre comment dire, une certaine capacité à comprendre et à évoluer, à devenir adulte et à maîtriser nos fonctionnalités d'individu en tant qu'adulte. Savoir se débrouiller dans la vie, savoir parler aux gens, savoir peut-être, ben oui, avoir de l'empathie. Il y a beaucoup de choses en fait qui font partie de l'éducation, qui sont hors du cadre de ce qu'on appelle l'éducation nationale, de l'instruction, de l'enseignement général et même des enseignements plus spécialisés, dont ce n'est pas la fonction, effectivement, des enseignants de devoir faire à la fois la police dans les classes, de devoir à la fois aussi toutes les activités transversales qu'on a confiées aussi aux enseignants, qui peuvent être très intéressantes, hein, mais pour lesquelles il faudrait évidemment les payer beaucoup plus, et donc réduire pas mal de choses dans les missions déjà qu'ont les enseignants, réduire aussi certains volumes de travail, notamment les corrections, les contrôles, les examens qu'on demande aussi aux enseignants pour pouvoir boucler les notes, les moyennes de fin de trimestre. Mais ça aussi, voilà, c'est aussi à voir avec les enseignants, et c'est aussi à discuter aussi pour que les enseignants réforment aussi leur manière d'enseigner. Et ça, c'est un débat, et c'est un grand débat qu'il faut également avoir sans stigmatiser les enseignants, mais leur montrer aussi qu'il y a d'autres manières d'enseigner qui, là, pour le coup, nécessitent des moyens, des effectifs réduits, etc. Et donc, il faut plus que doubler les effectifs de l'éducation nationale. Et c'est effectivement pas en réduisant les effectifs de l'éducation nationale qu'on va y arriver. Et donc voilà, c'est la fonction, l'éducation c'est la fonction, ce sont des fonctions spécifiques qui peuvent être dédiées à des métiers.
Et c'est aussi la fonction des parents, mais en même temps, les parents sont aussi au travail, et certaines fois ils sont absents, certaines fois ils sont présents, mais en étant présents, n'ont pas forcément les outils. Si l'éducation, c'est de se mettre devant la télévision et de regarder tous ensemble la télévision, ou de faire regarder la télévision à ses enfants, ou de mettre ses enfants devant des smartphones, eh ben, c'est pas une éducation. Et c'est marrant parce qu'on retrouve souvent ces gens-là qui vont aller critiquer les immigrés en leur disant regardez, éduquez vos jeunes, occupez-vous de vos jeunes dans les quartiers, voilà, moi je sais éduquer, patati patata. Quand tu regardes précisément la vie de ces gens-là ne savent pas éduquer. La manière qu'ils ont de parler, la manière dont ils ont de s'adresser aux gens, de comprendre les enjeux de notre société, justement, de s'adresser à des gens qui sont différents, que ce soit des immigrés, ou que ce soit des handicapés, ou que ce soit d'autres types de minorités, eh bien, ne savent pas. Et donc, ben voilà, ces gens-là qui prétendent avoir une éducation, mais ne savent pas à la base ce que c'est une éducation. Ils ne savent pas donc du coup comment la transmettre, comment transmettre l'empathie, comment parler aux gens qui sont autour de nous. On trouve beaucoup chez ces gens-là des rigidités familiales, les gens se parlent mal, les gens ne s'écoutent pas, les gens se prennent de haut, il y a des dominations, il y a des phénomènes de domination dans la famille, et des gens qui sont obligés de subir aussi ces dominations-là. Donc absolument pas des exemples de ce que devrait être une éducation qui devrait apprendre à l'empathie, qui devrait apprendre à la bienveillance, qui devrait apprendre le dialogue, bien sûr à la manière de se tenir, mais si tu comprends pas pourquoi il faut se tenir comme ça, donc c'est pas la peine de t'enorgueillir de ce genre de petites simagrées qui ne servent à rien. Donc l'éducation, elle doit avoir un sens, elle doit être comprise, elle doit faire partie aussi de règles communes avec les enfants pour pouvoir qu'ils l'acceptent et qu'ils ne la subissent pas. Donc voilà, l'éducation c'est un domaine qui est vaste et qui nécessite beaucoup plus de moyens. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui les vidéos. Une bonne touche finale sur Hugo Frey. Avec plaisir à retrouver Hugo Frey. Alors, je vais peut-être me tromper, mais c'est pas lui qui avait écrit une chanson justement sur l'éducation et les enfants. Je sais plus. Mettez-moi-le dans les commentaires. Et puis, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous aux différentes pages. Donc, ma chaîne sur YouTube, c'est Ryan Landuzen. J'ai aussi une autre chaîne qui est Cerar, CERAR.recherche @gmail.com, sur lequel je fais un autre type de vidéo, mais ça vous empêche pas, bien au contraire, d'aller la visiter. Je traite de sujets plus environnementaux, organisation territoriale, organisation locale, mais ça ne vous empêche pas, bien évidemment, d'y aller. C'est au contraire ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de l'instruction plutôt, pour comprendre les enjeux de demain et comment mettre en œuvre le monde de demain. Vous avez ma page Facebook Ryan Frigoulier, vous avez Le Nouveau Monde est là, tapez Le Nouveau Monde est là dans le moteur de recherche, et le territoire exemplaire. Le territoire exemplaire et aussi territoire exemplaire, donc je parle d'un nouveau mode d'organisation par le local, et aussi vous avez le CERAR, qui est un centre de recherche sur la reterritorialisation, sur la relocalisation, sur la manière en tout cas d'organiser le local. Donc tout ça sont des choses dans le même domaine, mais qui ont des fonctionnalités différentes et des destinations différentes. Le Nouveau Monde est là, c'est une page que j'ai créée lors d'une émission que j'avais créée pour Radio Escapade, et pour lequel je compte aussi reprendre le concept de l'émission, et peut-être interviewer des gens de temps en temps, des gens que je connais, ou des gens qui se proposeraient à être interviewés. Voilà, il faut que je sache un peu comment marche le streaming et le format de faire des conférences à plusieurs, où est-ce que je le fais, et ensuite après comment je l'enregistre. Donc voilà, et écoutez, merci d'avoir suivi, et puis à très bientôt.